Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo en 2 jours sur le tirage au sort du PSG. Promis, après celle-là, je m'arrête jusqu'au match aller, mais je voulais quand même parler de notre adversaire, le Bayern Munich. Comment ça joue? Qu'est-ce qui a changé par rapport à notre dernière confrontation en 2021? On se rappelle en quart de finale, d'abord c'était Pochettino et Flick sur les bancs, et ensuite je ne pense pas que la physionomie en 2023 sera celle de 2021 sur le contenu des matchs. Peut-être au tableau d'affichage on va marquer autant de buts, mais globalement il y a quelques petites choses qui ont changé, on va s'y arrêter. Parlons du Bayern, c'est le sujet de la vidéo. Tirage au sort de la mort encore une fois, puisque en phase de poule, ils ont hérité de l'Inter, du Barça et de Pilsen. Le groupe vraiment très difficile. Au final, ils font 18 sur 18, 6 victoires en 6 matchs, et je crois qu'ils encaissent que 2 buts. C'est absolument extraordinaire. Tout simplement, ils ont fait des prestations, que ce soit au Camp Nou contre l'Inter, ils ont explosé le Barça de Xavi. Ils gagnent 2-0 les 2 matchs contre l'Inter d'Inzaghi. Extra. Tout ça pour se taper le PSG, et bien évidemment, et eux, plus que nous en fait, peuvent être très déçus de ce tirage au sort. Nous, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Eux, franchement, le sort n'est vraiment pas de leur côté et ils savent très bien que le PSG était la pire équipe en fait dans ce chapeau des numéros 2. Voilà. Le calendrier, je voulais m'y arrêter parce que j'ai fait mes petites recherches. On reprend le 28 décembre après la Coupe du Monde, qui, on le rappelle, s'arrêtera au plus tard le 18 décembre avec la finale qui est à 16h, je crois, heure française. Donc on reprend le 28 avec Strasbourg. Ensuite, on affronte Lens le 1er janvier. Enfin, les horaires et tout ça sont à définir. Mais globalement, jusqu'au 14 février, le match aller, on a 8 matchs. Et info importante, la dynamique à ce moment, elle sera quand même très dense puisqu'il y a l'OM, Lille et Nantes entre les performances contre le Bayern Munich. De leur côté, ils reprennent plus tard le 20 janvier et ils auront que 6 matchs. Et dans ces 6 matchs, il y a un match de coupe. Il y a la coupe qui est incluse dedans. 6 matchs entre le 20 janvier et le 14 février. Alors d'un côté, indéniablement, ça va permettre une vraie préparation pour les Bavarois qui ont intrinsèquement l'ascendant athlétique. En plus, ils auront une vraie préparation parce que nous, bon, globalement, on devrait quand même avoir des 2 sélections en finale, des 2 côtés des joueurs en fait. Et puis surtout, pas le temps de vraiment se préparer, faire une vraie montée en puissance. Il faut être au niveau d'un match de foot, tout simplement, dès le 28 décembre, et eux, le 20 janvier. Donc ça, c'est indéniable avantage pour eux. Par contre, ils ont que 6 matchs, du 20 janvier au 14 février. Voilà. Peut-être que, alors en fait, disons que c'est à double tranchant. Soit on arrive cramé, parce que Christophe Galtier est resté cloîtré dans son côté conservateur, je laisse la même équipe le plus possible, je fais enchaîner tout le monde, par exemple. Par exemple, Messi, ça va être le nerf de la guerre en fait. Si Messi va loin en Coupe du Monde, disons demi ou finale, et après enchaîne, continue à jouer tous les matchs comme Galtier l'a fait avec lui depuis le début de la saison, je vous la donne en mille que le 14 février, il sera cramé complètement. Hein. Il sera à court de rythme et tout ça. Il a 35 ans. Je trouve que sa gestion est un petit peu bizarre de la part de Galtier, en fait, parce que contre la Juve, tu le vois faire un match contre le Maccabi une semaine avant, contre Ajaccio, en fait il enchaîne Ajaccio, Maccabi et 3. Oui, il est très bon dans les 3 matchs, mais au final il marque le pas contre la Juve parce que le niveau s'élève et que techniquement il est sur du 1 contre 1, des joueurs beaucoup plus intenses qui lui prennent la balle plus rapidement. Le faire reposer, ça va vraiment être un enjeu. Neymar me paraît assez intouchable en fait sur ce début de saison, même s'il est sorti. Alors après, quand il est sorti, on sait très bien que c'était pas d'un point de vue physique, c'était plus psychologique et politique pour Christophe Galtier. C'était celui des 3 le plus facile à faire sortir. Donc d'un côté, soit on arrive complètement carbo, soit si on gère bien, le Bayern peut se retrouver, on va dire, à court de rythme. Hein. Ils ont que 6 matchs, on va dire, avec entre-temps beaucoup de temps, même si bien sûr on sait qu'en Allemagne, plus qu'ailleurs, les entraînements sont très intenses. C'est assez tiré par les cheveux, mais je voulais quand même faire un point sur le calendrier. Bon, on se souvient de la dernière confrontation, je dirais que le Bayern est une équipe un petit peu moins prévisible. Je vais l'illustrer par des palettes plus tard dans la vidéo. Ils sont capables de s'adapter à l'adversaire. Ils sont passés de Flick à Nagelsmann. Flick avait vraiment qu'une seule idée, les sorties de balles avec ce système à 3, la présence devant dans les demi-espaces, toujours aller chercher les situations de supériorité numérique, de tir qui procuraient un nombre d'occasions absolument sensationnel, on va dire, à Lewandowski. C'est peut-être aussi ça qui a poussé en fait
Lewandowski à partir du Bayern cet été, c'est-à-dire qu'entre Flick et Nagelsmann, il a eu moins d'occasions, moins de positions de tir, on va dire, dans un match, puisque bah voilà, Nagelsmann est quelqu'un de moins mécanique, on va dire, que Flick, plus flexible. Voilà vraiment l'énorme différence. Bien sûr, ça, c'est la particularité de ce début de saison. Ils n'ont plus de numéro 9, le Bayern. Alors, vous me direz, en 2021, ils ont fait la double confrontation avec Choupo, puisque Lewandowski était absent. Donc ça, c'est un facteur pas très important. Mais c'est globalement la faiblesse, en fait, de cette équipe. Par exemple, si tu veux faire une comparaison, si tu tires City, c'est la première chose à laquelle tu penses. Tu préfères tirer le Bayern que City, parce que là-bas, il y a Erling Haaland, tout simplement. Voilà. Et au Bayern, bon, peut-être... au Bayern, ça concède aussi beaucoup. Hein, on va y revenir. Et puis à City, puis devant, bon bah voilà, et parfois ça peut-être pêcher dans la finition. Par exemple, Choupo aujourd'hui est titulaire. Il marche sur l'eau, pas de problème, c'est énorme. Mais ça m'étonnerait qu'il maintienne la dynamique comme ça jusqu'en février tout simplement. Voilà. Et il va pas me maintenir ce rythme-là indéfiniment, Choupo. Il est dans une situation de surperformance, on va dire. C'est comme Vitinha en août. C'était évident qu'il était en surperformance et qu'il allait avoir des moments de creux, comme dernièrement tout simplement. Ensuite, du côté du PSG, il y avait Pochettino qui était là. J'aimerais défendre le bilan de Pochettino sur la scène européenne. La double confrontation contre le Barça d'ailleurs, le match aller qui est extraordinaire. 1 mois et demi après son arrivée, on ne cessera de le rappeler. La double confrontation contre le Bayern, le match aller, globalement, c'est peut-être le meilleur match de cette édition de la Ligue des Champions. En fait, le 3-2 avec un Mbappé phénoménal, la passe de Neymar pour Marquinhos, le nombre de tirs du Bayern, les arrêts de Navas, sous la neige en plus, il y avait un espèce de storytelling extraordinaire. Donc là, bon, sur le match aller, la physionomie, c'était on subit et on est clinique en contre. On avait été absolument extraordinaire en contre de réalisme, bien sûr. Mbappé, c'était le début de sa spéciale. Voilà, frappe avec le pied qui se referme au dernier moment. On a eu aussi le facteur chance, bien évidemment, comme souvent avec Pochettino, mais dans tous les cas, tu gagnes 3-2 là-bas. Et au match retour, c'était clairement une autre physionomie, avec un Bayern, bon, toujours aussi conquérant, hein, avec beaucoup d'occasions. Je crois qu'il y a une barre, si je dis pas de conneries. Et puis le PSG qui joue un jeu plus maîtrisé dans les sorties de balles, avec notamment Paredes. On avait Colin Dagba sur le côté droit. Di Maria, Draxler titularisé pour être vraiment très juste, pour faire progresser le ballon. Voilà. Plus posé, disons. On allait vraiment chercher un relais au milieu avant d'aller chercher les ailes, plutôt que le jeu très direct du match aller. Globalement, Pochettino avait très bien lu ses matchs. Au-delà de ça, tu avais quand même alors, la double confrontation contre City en demi. Tu joues qu'une mi-temps sur les 4, on la met entre parenthèses. Le 2-0 contre City en septembre 2021 est absolument fantastique. Et puis contre le Real, je suis désolé, oui au retour, on s'en prend 3 de Benzema en un quart d'heure, 20 minutes. Mais sur les 180 minutes, il y en a 150 qu'on domine en fait. D'un point de vue tactique, Pochettino abordait les grands matchs merveilleusement bien. Ce qu'on lui reprochait, c'était bien sûr la Ligue 1 où il était absolument atroce, ses conférences de presse où il ne disait absolument rien, et le fait qu'il était incapable de mettre en valeur ses individualités, à part Kylian Mbappé, tout simplement. Donc là, on a quand même Christophe Galtier, qui est différent de Pochettino. Il a montré la semaine dernière contre la Juve que les petits détails de la Ligue des Champions, il les a pas forcément ultra bien saisis. Voilà. Par exemple, il se présente face à la Juve avec clairement, comme je le disais dans ma vidéo hier, pas de volonté d'aller chercher expressément la différence de but. Donc on espère que ça va le faire hein, avec ses adjoints, qu'ils vont bien sentir le match comme Pochettino et son staff savaient le faire. Voilà. Le Bayern concède. Donc évidemment, on va marquer des buts contre eux. La question va être comment on va défendre en fait. Voilà. Parce que, par exemple, à l'échelle nationale, le Bayern prend 1,06 buts par match, ce qui est quand même beaucoup. Le PSG toujours à l'échelle nationale, c'est 0,6 à titre de comparaison. Et pourtant, hein, on a concédé. On prend 2 buts contre Montpellier en août, on gagne 4-3 contre 3 la semaine dernière, on fait le match nul contre Monaco 1-1, Lorient nous met un but. Bref, le Bayern concède. En Ligue des Champions, par contre, ils en prennent que 2, nous 7. Par exemple, ce week-end, le Hertha Berlin, ils ont 27% de possession et ils arrivent à cadrer 6 tirs, marquer 2 buts. Et au final, bon, c'est une victoire 4-2 hein, du Bayern, mais le Hertha a 6 tirs cadrés quand le Bayern n'en a que 4. Tout ça pour vous montrer qu'on va avoir les occasions. Je pense que le nœud de la guerre, oui, ça va être la manière dont on va défendre. Tout simplement, les hommes qui seront choisis, l'animation à 3,
à 5 du coup, ou alors à 4. Bref, Dortmund par exemple, match nul 2-2, 6 tirs cadrés pour Dortmund à 3 pour le Bayern, alors que Dortmund a 43% de la possession. Et le Barça, 4 tirs cadrés des deux côtés, 2-0. Ça, c'était le match aller, la victoire 2-0, 4 tirs cadrés des deux côtés. Et surtout, ce match se joue sur 5 minutes. C'est-à-dire qu'ils marquent leurs 2 buts à la 50e et 54e minute, le Bayern. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que le PSG va clairement avoir des moments forts. Il va falloir gérer, bien sûr, Musiala, voilà, en tant que numéro 10, qui est très très bon, placé entre les lignes. Peut-être faire un espèce de marquage individuel qu'on donnerait à Neymar, pourquoi pas. Kimmich, bien évidemment, sur les relances, parce que il est très très bon. Il faut éviter qu'il puisse se retourner et jouer long, parce que s'il réussit à nous renverser, son jeu long est l'une de ses principales caractéristiques, ça va être très compliqué puisqu'ils vont être en supériorité numérique à la réception du ballon tout simplement. Défensivement aussi, t'as De Ligt qui peut te donner des coups francs, des pénaltys par des mains, des fautes bizarres, on sait que c'est le spécialiste là-dedans. Ou Upamecano qui a un passif avec le PSG, on se rappelle de son duel avec Moiskin quand il était encore à Leipzig qui était compliqué. Et Lucas Hernandez. Pour moi, en fait, le facteur X va être Lucas Hernandez. On se souvient du match retour qu'il fait contre nous, qui est tout simplement extraordinaire. Depuis le début de saison, il joue peu. C'est quelqu'un qui, sur sa carrière, est assez peu fiable. S'il est là, ça devrait changer la donne. S'il n'est pas là, clairement, je pense que s'il n'est pas là, pour caricaturer, on aura 2 tirs cadrés en plus sur le match aller, par exemple, s'il est absent au Parc des Princes. Très clairement, je pense que ça va être vraiment le facteur X de cette animation offensive pour le PSG et défensive pour le Bayern. Voilà, je vous laisse avec la palette tactique qui va vous montrer comment le Bayern a changé. Le Bayern n'est plus ce rouleau compresseur qui a une recette qu'il applique à chaque match et qui est impossible à contrer, comme c'était le cas contre Hansi Flick. Tout simplement, le Bayern était une machine. Peut-être que là, le Bayern est un petit peu moins impressionnant, même si offensivement, malgré le départ de Lewandowski, ça tourne toujours en matière de statistiques de buts marqués. Nagelsmann est différent, bien évidemment. C'est quelqu'un beaucoup plus flexible, qui est capable de mettre en place, en fonction de l'adversaire aussi, des systèmes de jeu bien différents. Je vous laisse avec la palette. Ciao les amis. Allez, on se retrouve donc pour analyser l'animation possible des Bavarois contre le PSG avec 3 matchs références pour notre analyse qu'ils ont joué cette saison contre 3 adversaires avec chacun son dispositif qui ont donc conduit le Bayern à adopter 3 structures, animations différentes dans les sorties de balles pour créer de l'espace, des situations de 1 contre 1, de supériorité numérique. Bref, on va passer tout ça au crible. Commençons par le match contre l'Inter qu'ils ont gagné 2-0, c'était début septembre. Comme vous le voyez sur ma palette, l'Inter en bleu, le Bayern en rouge. L'Inter en 5-3-2, 3-5-2, on peut penser à Skriniar, Brozovic, Lautaro Martinez, c'était Dzeko à ses côtés ce soir-là. Du côté du Bayern, on n'avait pas de numéro 9 à ce moment-là. On y reviendra plus tard. Second match qu'on analysera contre le Barça, c'était fin octobre, avec un numéro 9 cette fois, Choupo-Moting qui a marqué et très bien joué son rôle en tant que pivot, c'est le mot à la mode au PSG en ce moment. Le Barça qui était donc en 4-3-3, voilà, avec une innovation de Xavi ce soir-là, Pedri sur le côté gauche. Et le Bayern qui est revenu à un 4-2-3-1 assez classique avec d'autres ambitions tactiques que contre l'Inter Milan. Et enfin, on terminera avec Francfort, qu'ils ont gagné 6-1 à la mi-août, je crois. C'était le premier match de Bundesliga. Ils affrontaient un 3-4-3 et ils étaient en 4-2-2-2. Voilà, sans numéro 9 encore une fois, avec Sabitzer Kimmich au milieu, Müller Musiala plus haut et Gnabry Mané vraiment devant dans le dernier tiers. Et donc un alignement à 4 derrière, c'est un petit peu l'innovation du Bayern cette saison, cette défense à 4, même si on va le voir sur notre premier exemple, ils sont capables de jouer à 3. Donc 3, 1, 6, ça paraît très ambitieux, c'est face à un bloc assez regroupé de l'Inter qui ressemble étrangement, bien sûr, au 3-4-1-2 du PSG, qu'on a joué les 3 quarts du temps depuis le début de la saison, que Galtier a ressorti ce dimanche contre l'Orient. On peut penser par exemple à Mbappé à la place de Lautaro, Messi sur Dzeko, et puis Neymar qui globalement est un 3e milieu, on va dire, dans cette animation du côté du PSG. Pourquoi une animation en 3-1-6? D'abord parce que les défenseurs centraux sont très bons avec le ballon, sont capables d'allonger. Là, c'est vraiment pas la volonté du Bayern, puisque les lignes sont très très resserrées du côté de l'Inter, mais le but est de créer l'erreur chez l'adversaire. On a Kimmich qui redescend,
un peu comme Verratti au PSG tout simplement. Voilà, ça c'est dans tous les schémas une donnée invariable. Kimmich qui est un cran plus bas que son partenaire qui monte. Ici, disons que voilà, ce soir-là, je crois qu'à ses côtés c'était Sabitzer, voilà, plutôt que Goretzka. Bref, sur le côté, on a donc les latéraux qui montent. Là, on a un véritable ailier, Kingsley Coman, Davis et puis Pavard qui joue un petit peu le rôle de défenseur droit puisqu'il n'est pas très offensif. Bref, le but, c'est d'aller chercher en fait dans la densité du jeu en triangle, comme vous pouvez le voir, de la mobilité entre les lignes pour aller chercher en fait l'erreur de l'adversaire. C'est-à-dire que là, dans le demi-espace, imaginons que c'est Thomas Müller qui est sur Bastoni, il va décrocher, Bastoni va le suivre, du côté de Kingsley Coman, on va évidemment fixer le latéral, vous l'avez compris, ça va créer de l'espace pour le numéro 9 attaquant, c'était Sadio Mané ce soir-là, pour aller chercher en fait l'espace vide et l'erreur de l'adversaire, bien évidemment. Ça, c'est quelque chose que le Bayern sait faire. Il va falloir que le PSG fasse très attention parce que on a Nuno Mendes qui monte beaucoup sur le côté gauche. Kimpembe, voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de Bastoni, parce que Kimpembe, de nos trois centraux, c'est celui qui va le plus sortir de l'alignement et surtout le plus être agressif. Marquinhos, bon point chez lui, il fuit un petit peu le duel, donc il va rester en retrait. Sergio Ramos sait qu'il a 36-37 ans, qu'il est cramé, donc que ça sert à rien qu'il sorte de l'alignement. Et puis Achraf Hakimi, bon, même si athlétiquement il est capable d'avaler beaucoup de courses, effort contre effort sur son côté, il a évidemment le punch pour venir épauler Sergio Ramos sur le côté. C'est d'ailleurs pour ça, probablement, que Ramos joue axe droit au PSG, parce qu'Hakimi est capable de combler un petit peu tout ça. Voilà, attention à ne pas tomber dans le piège de cette animation. Passons à la victoire 3-0 contre le Barça, qui était donc en 4-3-3, pointe haute sur les phases de sortie de balle du côté du Bayern, qui eux étaient en 4-2-3-1. Donc voilà, on voit évidemment la doublette de Ligt Upamecano, Mazraoui et Alphonso Davies, évidemment Goretzka, Kimmich au milieu de terrain, Gnabry, Musiala en tant que numéro 10, le crack générationnel, Sadio Mané et Eric Choupo-Moting. Du côté du Barça, on avait Ter Stegen, Koundé, Alonso dans l'axe bien évidemment, Bellerin, surtout Baldé, que j'ai placé là, puisque vous allez voir qu'en fait, sur les sorties de balles du Bayern, le Barça, le facteur X, c'est Pedri, qui est ici, qui était donc sur le papier ailier, mais qui en réalité venait prendre le second central, à côté de Robert Lewandowski. Et c'est là où le Barça a mal joué, puisque Baldé montait beaucoup trop par moment, en fait, quitte à être sur Mazraoui, entre Mazraoui et Serge Gnabry, ce qui libérait en fait de l'espace pour aller chercher la situation de 1 contre 1. Ça a provoqué en fait des déséquilibres absolus, puisque, à part dans le dernier tiers, où Choupo, évidemment, même s'il a réussi à faire des appels entre les centraux et dans les intervalles pour aller même marquer, tout le monde est en situation de 1 contre 1 et on a même Gnabry qui est libre. Donc le Bayern a réussi, on va dire, à annihiler le pressing du Barça par leur qualité technique, bien évidemment. On peut voir Kimmich ici qui était un relais pour aller chercher Mazraoui sur le côté droit. Et bien évidemment, soit repassé par Kimmich, Musiala qui redescendait, et on allait tout de suite sur le côté droit où on était clairement en supériorité numérique à la sortie de balle. Donc très attention, le marquage en 1 contre 1. On s'y éternise pas parce que le PSG, globalement, on va pas voir Mbappé faire ce que Pedri a fait et Messi faire ce que Lewandowski a fait sur ce match-là. Donc, les probabilités de se retrouver en 1 contre 1, elles sont assez faibles, disons, mais je voulais quand même m'y arrêter puisque le Bayern est vraiment capable en fait de jouer contre n'importe quel système tactique. C'est la force d'avoir un philosophe tout simplement sur le banc. Allez, on termine par la victoire 6-1 contre Francfort mi-août. Comme vous le voyez, alignement en 3-4-3 du côté de Francfort. Kevin Trapp, bien connu dans les cages. Ndika, qui était associé au PSG cet été, défenseur central gauche. Et puis du côté du Bayern, un alignement en 4-2-2-2, comme vous le voyez, avec une volonté clairement de casser les lignes et bien sûr aller chercher le plus haut possible les adversaires, avoir le plus de situations pour prendre
les intervalles. Chacun sur la ligne offensive a un intervalle de course en fait. Personne n'est bloqué. Et on va voir comment le Bayern réussit à se créer de l'espace sur les sorties de balles. Alors, commençons par quelque chose assez anecdotique qu'ils ont fait contre Francfort. Neuer qui monte pour vraiment venir sur la ligne des mêmes centraux, voilà, la même ligne que les centraux. Contre le PSG, difficile de les voir faire ça en Ligue des Champions, mais quand même, je rappelle que nos trois de devant ne sont pas les plus pressants d'Europe, Messi, Mbappé en premier. Neymar redescend autant qu'il presse, donc lui tout seul, il ne peut pas non plus tout faire. Possible de voir Neuer par moment, hein, peut-être notamment chez eux, où ils seront plus en confiance, monter pour créer cette supériorité numérique absolument extraordinaire, et plus globalement, bon ça c'est anecdotique, plus globalement, la capacité en fait des milieux à se déplacer sur la largeur. Et là, il va falloir faire très attention. Vitinha, qui sait bien se déplacer, il pourra utiliser son sens de l'espace. Et Fabien Ruiz, par exemple, le titulaire, on n'en est pas là. Hein. La capacité donc en fait des milieux à coulisser. Là, on va voir Goretzka Kimmich ou Sabitzer Kimmich ou Goretzka Sabitzer se décaler et donc en fait attirer vers eux le double pivot. Voilà. Hop. Ce qui va créer une poche d'espace pour soit un décrochage très vertical, mais ce qui se fait le plus au Bayern, c'est très clairement voir l'ailier. Alors, sur ce côté-là, c'est Müller, de l'autre, c'est un peu Musiala, être clairement en possession du ballon sur une phase où très clairement tu as de l'espace, le temps de lever la tête, et surtout tout le monde se rue. Encore une fois, la dimension athlétique du Bayern, en fait tu peux faire toutes les analyses tactiques possibles. Il y a un facteur qui est super important, sur lequel on ne rivalisera pas, c'est le côté athlétique en fait du Bayern. Une fois que Müller a le ballon, tout le monde se rue devant, c'est du 1 contre 1, ça prend les intervalles derrière les défenseurs, ça va fixer le défenseur central gauche, hop, l'emmener sur le côté, ça va se projeter tout simplement pour apporter une possibilité de recevoir dans la course. Bref, la dimension athlétique est immense et les intelligences tactiques tout autant bien évidemment, en plus du côté technique. C'est la Ligue des Champions, le Bayern bien sûr, hein, Müller, Musiala sont évidemment très très forts. Voilà un petit peu ce que je voulais illustrer par cette palette tactique qui, je l'espère, aura été claire pour vous. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis on se retrouve très rapidement peut-être pour parler des Bleus avant la Coupe du Monde qu'on va débriefer en long et en large, on l'espère. Bref, bonne soirée à tous. Et puis, prenez soin de vous, bien sûr, avant tout. On attend dans 3 mois le match aller, dans 4 mois le match retour contre le Bayern Munich. C'est évidemment très loin, donc tout ce que j'ai dit là, j'ai essayé d'en faire une science exacte qui sera toujours valable en février. Mais encore une fois, il y a le facteur blessure, le facteur dynamique, le facteur forme pour les joueurs que j'ai évoqué plus tôt dans la vidéo. Ciao les amis, prenez soin de vous, bonne soirée.